Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Florence. Bonjour Sylvain. Pour ceux qui ne connaissent pas Florence, c'est notre journaliste en charge de la rubrique Futur du travail, Guerre des talents au sein d'Alliancy. Bonsoir à tous. On est réunis ce soir pour parler d'un sujet d'actualité, le travail. Et le futur du travail. Et le futur du travail. En pleine période de réforme des retraites. Voilà, on va s'intéresser aux façons dont notre manière de travailler évolue et nos outils. Et puis on va se faire un focus tout particulier sur les risques pour l'entreprise si elle n'évolue pas. Si elle ne bouge pas. Et en fait, c'est une expression que tu reprends souvent. On est dans un contexte où les choses bougent. Tu le dis, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais on avance quand même. Et on va partager cet enjeu d'effectivement d'organisation et d'adaptation du management au sein des organisations. Exactement, on va essayer de comprendre un petit peu les trajectoires principales. Alors, on est en mars 2023, 3 ans après le premier confinement. Pour la très grande majorité d'entre nous, les entreprises ont bien tenu le coup, elles ont tiré leur épingle du jeu. Les SI ont tenu et puis les équipes surtout ont tenu, elles sont adaptées beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer au télétravail. Alors même si on voit aussi que dans la durée, les entreprises doivent réagir, c'est d'où le thème de cette soirée, c'est pas parce que ça fonctionne que ça fonctionnera dans la durée. Exactement, rien n'est jamais acquis, il n'est pas encore temps de souffler et notamment parce que j'imagine que vous le savez tous, nous sommes en pleine guerre des talents. Très bien. Pour partager sur cet enjeu et ce sujet, on a réuni un certain nombre d'experts, de témoins aussi. Oui, alors on a ce soir 3 intervenants qui vont prendre la parole très bientôt. Véronique Carsanti, qui est directrice de l'environnement digital des salariés chez Orange. Miguel Limones, qui s'occupe du business development chez Fujitsu. Et Christophe Platé, qui est associé fondateur de Lindano. Et on va s'intéresser à trois grands risques, Sylvain, puisqu'on va se focaliser sur les risques court terme pour les entreprises si elles ne bougent pas. Je vous les cite et puis on va rentrer dans le détail ensuite. Le premier risque, c'est d'avoir des équipes insatisfaites de leurs conditions de travail, à commencer par leurs outils et leurs logiciels. Le second risque, c'est d'avoir des managers à qui on n'aurait pas donné les moyens de gérer des équipes qui aujourd'hui sont multiformes, notamment avec des différences entre les salariés qui télétravaillent et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, des différences entre les salariés qui ont signé un contrat de travail et ceux qui sont freelance. Et le troisième risque, c'est celui de rater complètement le défi d'accueillir correctement ce qu'on va appeler ce soir les remote natives, c'est-à-dire ces collaborateurs qui ont commencé à travailler en 2020, qui n'ont connu que le télétravail et pour qui c'est la norme. Alors, en fait, le sujet du futur du travail, on l'a vu, c'est un sujet qui touche les organisations, mais de manière extrêmement décilotée. Ouais. Ça questionne sur l'évolution du rôle de la RH, la collaboration entre les services au niveau de l'environnement numérique, le ménagement de l'espace de bureau, le management. Et donc, pendant que je te laisse t'installer pour développer tout ça avec nos invités, ah ben non, on avait un retour sur notre étude. Oui, alors j'en profite pour dire un petit mot de cette étude. Ces questionnaires du décilotage et de la transfo autour d'Alliancy nous a amené à nous questionner et après 1 an de travail sur cette rubrique Futur du travail, on a mené une étude avec notamment Lindano qui est avec nous aujourd'hui, qui a contribué à rendre possible cette étude et on peut partager déjà quelques éléments de cette étude. Oui, bien sûr. Je vous en dis un petit mot. Alors c'est une étude qui fait une 50aine de pages, donc je vais vraiment aller à l'essentiel, mais dans les points saillants, donc il y avait une étude à la fois quanti et quali avec des interviews d'une 15aine de DRH. Les points saillants, le télétravail est devenu la norme pour 70% des répondants d'Alliancy, donc un chiffre plutôt écrasant. Le retour au bureau a été difficile dans 68% des cas, avec des salariés qui a priori n'étaient pas spécialement heureux de revenir. Dans 39% des cas, ce chiffre se marie bien avec le précédent. On a constaté une démotivation des managers. Et puis, dans les priorités des entreprises, on voit qu'elles ont pris conscience de l'importance du rôle du manager. Tu le disais tout à l'heure, Sylvain. Mais pour autant, elles ne savent pas encore forcément très bien comment l'accompagner, comment le former, et notamment comment l'accompagner pour qu'il soit capable de rendre ses équipes autonomes. D'où notre thème, si vous ne changez pas,
ça ne va pas s'améliorer. Parce ça. que les chiffres sont assez préoccupants quand même. C'est ça. Ça ne va pas s'améliorer, ça ne passera pas tout seul. Donc on pense qu'il est temps de saisir ce sujet à bras-le-corps. Alors, justement, on est là pour s'en saisir avec nos invités. Je te laisse t'installer, rejoindre nos invités. Je vous rappelle quelques infos. Alors, n'hésitez pas, on a un chat pour que je puisse relayer vos questions à nos invités. Et puis, on se retrouve au cours de la session. Et puis, sans plus attendre, Florence, c'est à toi. Et merci à nos invités d'être avec nous. On se retrouve tout de suite. Hop. Bonsoir à tous les trois. Je vais commencer avec Véronique. Véronique, un petit mot pour te présenter au public. Donc toi, tu as un parcours articulé autour du client chez Orange. Tu m'as dit que tu étais une manager dans l'âme. Oui, c'est ça. Tu as dirigé le recrutement et la diversité pendant 7 ans. Et actuellement, donc, tu diriges une entité que tu m'as présentée comme étant l'ESN interne du groupe. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus. D'accord. Alors en effet, alors moi je ne suis pas ingénieure de formation, donc je suis arrivée dans un monde très technique où on parlait plus technique que client. Et donc effectivement, je me suis posée en fournisseur de services aux salariés autour de son poste de travail. Donc on a défini le poste de travail, c'est en gros un PC, un mobile et un casque. Oui. Et évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, donc on a essayé de segmenter notre clientèle, puisque je suis partie du principe que les 80 000 salariés qui étaient nos clients, enfin qui étaient ma zone de chalandise étaient nos clients, donc on les a segmentés en différents types de segments auxquels on a associé des besoins. Oui. Et effectivement, on leur fournit à la fois le poste de travail, mais aussi le moyen de bien l'utiliser, le SAV, etc., etc. Très bien. Donc 80 000 salariés, beaucoup de profils différents évidemment, et tu viens de parler de segments, de 8 segments, ce qu'en marketing on appelle des personas. Oui. Est-ce que cette inflexion très marketing finalement, c'était une de tes volontés en arrivant? Oui, en fait ça a été mon choix parce qu'effectivement je me rendais compte quand on écoutait un peu les surveys qu'on faisait auprès des salariés qu'ils étaient pas très contents de ce qu'ils avaient entre les mains, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être les écouter. Et effectivement on a travaillé avec eux pour vraiment trouver des grands métiers. Alors, il y a les grands métiers de manager, il y a les grands métiers de développeur, il y a les grands métiers de designer, il y a des grands métiers de chercheur. Et donc, à chacun de ces grands métiers, on a associé en effet des besoins et bien évidemment des personas avec les parcours qu'ils ont dans une journée ou dans un moment, c'est-à-dire j'arrive au bureau, je cherche une salle de réunion, j'ai besoin d'assistance, je rends mon matériel, je quitte l'entreprise. Donc voilà, tous ces moments-là sont décrits avec à chaque fois des processus pour les accompagner et que ça se passe le mieux possible, y compris j'arrive dans l'entreprise. Voilà, on a décrit tout ça en fonction et des métiers et des besoins associés à chacun des métiers. D'accord. Donc parcours au quotidien et parcours trajectoire absolument, de carrière en fait. Absolument. Les deux types de parcours. Tu parlais tout à l'heure du fait de les écouter, mesurer leur satisfaction. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont les mêmes techniques, là encore, qu'en marketing? Alors, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait soit du sondage dit à chaud, c'est-à-dire que j'ai signalé un incident et je reçois un petit sondage pour savoir comment ça s'est passé. Et sinon, on vient d'en relancer une. Là, on vient de relancer une grosse étude auprès de nos 80 000 clients pour savoir justement si, par rapport à ce qu'on avait fait en tout début, il y a 5 ans, moi j'ai pris ce poste il y a 5 ans, pour savoir si ce qu'on avait fait à l'époque avait changé ou pas avec le Covid. Oui. Parce qu'effectivement, typiquement, avant le Covid, on avait grosse maille 20% de télétravailleurs. Aujourd'hui, on en a presque 80%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, c'est quelque chose autour de ça. Et donc, peut-être que les besoins avaient changé. Donc, on les écoute de cette façon-là. Et puis, on vient de lancer un autre sondage sur vraiment... donc là, c'est plutôt sur leurs besoins. Et puis sinon, comment vous êtes content ou pas. Alors c'est souvent ou pas d'ailleurs, parce que le client interne est difficile. Mais comment vous êtes content de ce que vous avez entre les mains, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc voilà, on a ce type d'écoute pour, à chaque fois dans le cadre d'une boucle qualité, essayer de répondre à ces attentes-là. À leurs besoins, tout à fait. Avec tu m'avais dit, une base de répondants qui était solide. Oui, parce qu'on était très contents parce que finalement, sur 80 000 personnes qu'on a sondées, il y en a 10-12% qui ont répondu. Donc, dès qu'on a quand même 8 000 personnes qui ont dit quelque chose, ça peut, statistiquement, ça tient la route en fait. C'est significatif. Oui, exactement. Ok. Donc, un mélange surprenant finalement entre des outils qui sont très liés
en tout cas dans l'idée générale à l'IT, à la DSI, une approche client interne, des pratiques marketing. Est-ce que tout ça t'amène à travailler étroitement avec la DRH typiquement? Est-ce que tu penses que ces synergies-là, il faut les favoriser? En fait, c'est marrant parce que ça fait écho à une interview que j'avais fait chez vous il y a quelques années sur le rapport entre les DRH et les DSI. Et je pense que c'est un vrai sujet que d'arrêter de penser que la DSI sait ce qui est bon pour les salariés et que le DRH sait aussi ce qui est bon dans son coin pour les salariés. Je pense que tout ça est un ensemble qui doit être cohérent et qui ressemble à ce parcours client, puisque finalement, à chaque moment d'une vie d'un salarié, il y a un outil qui va bien. Et tout ça nous a beaucoup poussé à faire travailler ensemble DSI, DRH, les gens de l'immobilier aussi, parce qu'on a ce sujet-là. Nos locaux bougent. On réduit un petit peu les surfaces, donc comment est-ce qu'on travaille dans des espaces plus petits, comment on fait se côtoyer des gens qui n'avaient pas l'habitude. En introduction, vous parliez de comment on fait revenir les gens au bureau. C'est un des vrais sujets qu'on a. Et on a aussi un sujet autour du management, parce que je pense que les gens les plus perdus dans les entreprises aujourd'hui sont les managers, et eux, il faut qu'on les aide vraiment à se repositionner sur leur rôle. Alors, je reprends ma casquette de manager, mais c'est vraiment, je pense que c'est la population qui a vraiment le plus besoin d'accompagnement aujourd'hui pour recréer ce qu'est un collectif, un rituel, une équipe. Et là, je pense qu'ils sont un peu perdus quand même. D'accord. Donc c'est en haut de la feuille de route. Prendre soin de ces managers. D'ailleurs, ils ont leur propre persona. Oui, absolument. Managers qui doivent intégrer les fameux remote natives dont on parlait tout à l'heure. Comment ça se passe chez Orange? Est-ce qu'on a déjà mis en place des mesures spécifiques pour ces jeunes-là? Alors je dis jeunes parce qu'a priori ils sont entrés dans le monde du travail en 2020, donc c'est plutôt des jeunes. Mais... Je pense que le problème il est assez global autour de l'engagement des salariés envers leur entreprise. Et effectivement, ceux-là qui n'ont pas connu l'entreprise avec ce qu'on a pu connaître, ce que les vieux comme moi ont pu connaître d'intégration, de vie dans l'équipe, il faut probablement leur donner cette envie de connaître leur équipe. Après, c'est peut-être aussi un travers d'ancienne, mais je crois beaucoup à l'humain et au fait qu'à un moment donné, il faut qu'on se retrouve sur place. Typiquement chez Orange, on a un accord de télétravail qui est ancien, il a plus de 10 ans maintenant, et qui autorise jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Ce qui fait qu'il y a au moins 2 jours de présence. Alors après, tout le monde ne prend pas 3 jours, c'est un peu au choix et en accord avec le management. Là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on pose, parce que les salariés ont plutôt tendance à dire « je choisis quand je veux ». Il y a aussi un sujet d'organisation du travail, et je pense que le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est le cas de le dire, c'est d'être autour de… Le télétravail n'est qu'un outil d'organisation du travail, et comment on l'intègre dans globalement l'organisation que l'entreprise veut mettre en place pour le travail, et pour que tout ça fonctionne à la fois en termes d'efficience, d'envie de venir, de qualité de vie au travail, etc. etc. Je pense qu'on est un peu au début, on n'a pas encore, en tous les cas, moi en tant que manager de grosses équipes, moi j'ai 1000 personnes, je ne suis pas encore bien claire sur comment on traite ce sujet-là de l'organisation des équipes avec des managers qui n'ont plus jamais personne en même temps, tout le temps, et ces remote natives-là, comment on les fait s'engager vis-à-vis de l'entreprise. Je pense qu'on a un peu de boulot pour leur donner envie en fait. Oui, alors on le voit très bien dans l'étude aussi, les 2 jours de présence, effectivement, ça semble être la norme qui s'installe tout doucement, avec les mouvements dont Sylvain parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on fait 3 pas en avant, on va un peu trop loin, finalement on recule brusquement, mais pour mieux revenir à une espèce d'équilibre. Autour du sujet management, il y a le fait aussi de plus être celui qui distribue le travail, mais plutôt qui apporte de l'information et du soutien si nécessaire. Oui, c'est vrai que si on prend la définition historique du manager, ou du patron, du chef, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est en effet lui qui distribue le travail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, d'abord parce qu'il y a des gens à distance, il faut que la confiance se réinstalle, on n'a plus les gens sous le nez. Après, moi, j'ai une théorie qui est que les tirs au flanc qui étaient présents sont les mêmes tirs au flanc qui sont à la maison, donc je pense que ça ne change pas grand-chose. Et moi, j'ai vu pendant le confinement et même après des gens extrêmement engagés et qui ont beaucoup travaillé.
Donc moi, je ne crois pas trop à ça. En revanche, oui, le manager est plus celui qui va écouter, qui va accompagner, qui va coacher, qui va quand même distribuer le travail. Mais par contre, il faut le refaire autrement, voir comment, quand on a quelqu'un qui n'est pas là pendant la réunion d'équipe, comment on lui repasse les consignes. Et puis finalement, est-ce que les réunions d'équipe doivent toutes être en physique? J'en sais rien. Voilà, on a tous les rituels qu'on avait et qui n'existent plus. Il faut probablement recréer d'autres. Après, je crois aussi au fait que chaque manager doit réinventer sa façon de travailler avec sa propre équipe, au lieu que ce soit comme avant, l'entreprise qui disait que tous les codires sont le lundi matin. Bah là, on peut peut-être décider qu'on le fait autrement, mais il faut que chaque manager le fasse avec son équipe. Donc ouais, ça les pousse à se transformer, à imaginer, à bouger. C'est un moment un peu particulier en fait. On personnalise finalement le fonctionnement de chaque équipe. Un petit peu, en tout cas moi j'y crois. Oui, ok, très bien. Alors justement, puisqu'on est en train d'aborder l'aspect futur, à quoi ressemble le futur du travail chez Orange? On a parlé ensemble donc d'accompagnement à l'instant. On avait évoqué aussi les sujets de durabilité. Oui. Alors c'est vrai qu'on a un vrai sujet, mais là c'est pas tant le futur du travail que le futur de la société, je pense, parce que si on s'y met pas nous tous, là on va pas y arriver. Moi j'ai créé une direction de la RSE quand j'ai pris cette entité aussi, parce que un PC ça pollue, un mobile ça pollue. Enfin c'est dans tous les cas des équipements qu'il faut qu'on récupère. Donc on a vraiment lancé tout un circuit de reconditionnement. Aujourd'hui, 50% du parc que les salariés ont dans leurs mains chez Orange a déjà fait un tour, donc est déjà en reconditionné. On est en train de récupérer tous les mobiles qu'on donne à nos salariés, pareil, pour leur refaire faire un tour, ou bien pour les donner à des associations. On fait pas mal de dons aux associations aussi, pour des matériels qui ne sont plus adaptés à l'interne, mais qui par contre intéressent les associations, les écoles, en fait, tous les gens qu'on aide. Donc ça fait partie aussi des gros sujets. Puis on a tout le sujet évidemment de l'empreinte carbone qu'un opérateur peut influencer avec des data centers, avec le cloud qui est là. Et donc on travaille aussi pas mal sur toutes les pratiques, au sens où, par exemple, alors je vais citer un de nos fournisseurs qui est Microsoft, puisqu'on a installé Microsoft 365 sur tous les postes juste pendant le Covid, justement, et où on essaye de voir comment on peut collaborer différemment, comment on peut s'échanger moins de mails, parce que c'est moins consommateur de poster sur le même Teams nos pièces jointes que d'envoyer le mail à 25 personnes avec des pièces jointes. Voilà, des pratiques qu'on est en train de travailler autour de ça, pour acculturer déjà nos salariés, mais surtout avoir un véritable impact sur l'environnement au sens large. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer le ballon à Miguel, parce que je sais que Miguel, je sais que tu meurs d'envie de parler de durabilité. Oui, absolument. Avant ça, donc tu t'occupes du BizDev chez Fujitsu. Véronique disait tout à l'heure que c'était important d'écouter ses salariés et leurs vrais besoins, que ce ne soit pas l'IT qui impose tout. Tu m'as dit que tu partageais pleinement ce point de vue. Je le partage pleinement et tout ce que tu viens de dire, en fait, ça se retrouve aussi chez nous et c'est la voix que l'on porte aussi chez nos clients. Le poste client que l'on va donner en fait aux salariés n'est plus du tout le même que l'on donnait il y a quelques années. Il y a quelques années, les sédentaires avaient un poste fixe, les mobiles un poste mobile et le board avait des machines plus design, etc. Aujourd'hui, plus chic. Voilà. Aujourd'hui, on part sur un autre système, c'est-à-dire que en fait, tout le monde est mobile, puisque le travail devient hybride, donc on travaille aussi bien à la maison, en clientèle, au bureau, mais avec un seul ordinateur qu'il va falloir transporter. Donc, il y a des gens qui étaient totalement sédentaires qui, avec le Covid, effectivement, ont dû s'adapter à un nouveau matériel. C'est quelque chose d'assez déjà compliqué, de perturbateur. On a un écran plus petit, par exemple. Donc, il a fallu effectivement aller demander, et c'est ce que l'on fait régulièrement chez Fujitsu, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que vous faites chez Orange, aller demander, est-ce que le matériel vous convient? Est-ce que l'écran, par exemple, a une taille suffisante? Est-ce que le clavier de votre portable vous suffit? Vous qui êtes habitué à un clavier plus grand sur un PC de bureau, est-ce qu'il vous faut une souris?
Est-ce que vous savez comment utiliser l'ordinateur? Puisque là, vous n'allez pas l'éteindre ou l'allumer de la même façon, puisqu'il y a une notion d'autonomie ou pas d'autonomie. Est-ce que chez vous, vous pouvez communiquer correctement? Est-ce que vous avez le Wi-Fi qui convient? Voilà un certain nombre de choses qui sont importantes. Et ce même outil doit permettre à l'entreprise d'être aussi efficace. C'est-à-dire que le collaborateur doit être efficace. Donc il faut une continuité, je dirais, d'utilisation de cet outil. Peu importe où on se trouve, en fait, il faut qu'il apporte la même satisfaction aux salariés. Et là, je parle du côté matériel. Maintenant, côté logiciel, avec le Covid, il y a une transformation radicale. Le salarié, la plupart étaient habitués à utiliser, je dirais, Office de Microsoft, tout simplement, du PowerPoint, du Word, etc., du mail. Aujourd'hui, il y a une nouvelle consonant, enfin une nouvelle chose qui est apparue avec le Covid, c'est je vais communiquer à distance, et non pas avec mon téléphone, mais en faisant de la visio. Donc on a les Teams, les Zoom, tout ce qu'on peut imaginer. Et au-delà de ça, ça devient un outil collaboratif. Donc il a fallu, en fait, aussi avoir cette transformation pour le salarié. C'est-à-dire qu'il faut mener une stratégie de formation qui a dû être menée très rapidement, de telle sorte à ce que les gens s'habituent non seulement à un nouveau matériel, pour certains, mais aussi à l'utilisation de nouveaux logiciels, le tout embarqué sur ce matériel. Autre point clé, c'était le support. Le support était très simple auparavant. J'allais voir le service informatique à l'étage du dessus, j'avais un problème, il me le résolvait. Là, je suis à domicile, je suis à l'extérieur, comment on fait? Alors bien sûr, on pourrait appeler, etc., mais il a fallu mettre en place un système simple qui permette de diagnostiquer très facile, de joindre la société de support, Fujitsu par exemple pour nous, très facilement, que mon problème soit pris en charge très rapidement, en temps réel, avec quelqu'un qui n'est pas informaticien. Il est salarié dans l'entreprise, il est peut-être comptable, il est peut-être commercial, ce n'est pas son métier. Donc il a un nouveau matériel, il a des nouveaux outils, et il rencontre un problème et il faut résoudre son problème. Voilà. Très bien. À ce sujet, je crois que tu m'as dit, Véronique, que tu étais en train de mettre en place des stores, des espèces de stores dans lesquels il y avait justement des collaborateurs. Alors ça fait un petit moment qu'on le fait, mais effectivement, moi je crois beaucoup à ce que j'appelle la multicanalité, c'est-à-dire que toujours dans son persona et dans son parcours, il faut que le salarié il puisse soit nous appeler au téléphone, on a des helpdesk, soit se dépanner tout seul aussi, on a un site qui permet de se dépanner, et puis en effet, dans les gros campus, puisqu'on est tous un peu sur des campus à droite à gauche, on a mis une espèce de smart store en bas avec des techniciens qui peuvent t'aider. Tu viens, soit t'aider à faire marcher, parce qu'en effet, je ne suis pas très adroit avec mon outil et donc on l'aide, ou bien réparer, ou bien changer directement un PC qui est en panne. Donc oui, ça marche assez bien. Il y a une appétence pour être accompagné par un humain, je dirais, dans ces sujets. Tout à fait. Il faut voir que la personne se retrouve isolée lorsqu'elle est à l'extérieur. Il ne faut pas qu'elle s'angoisse et qu'elle se retrouve bloquée. Voilà, elle ne va pas revenir jusqu'au bureau, surtout pendant le Covid où elle ne pouvait pas revenir. Il fallait qu'on puisse porter une assistance à l'utilisateur. Donc des machines adaptées à ses besoins et non plus liées à sa fonction, mais plutôt à ses besoins, des logiciels appropriés et un training permanent. Très bien. En parlant d'angoisse, une fois qu'on a bien écouté le client interne, le collaborateur, et qu'on a répondu à ses besoins, je veux bien quand même qu'on dise un petit mot des difficultés que l'entreprise elle-même peut rencontrer, et des risques notamment. Tu m'avais parlé d'une difficulté qui était l'approvisionnement tout simplement de matériel, et d'un risque majeur que je pense tout le monde a bien en tête ici, qui était le risque cyber. Il y a un risque, effectivement, je commencerai par la sécurité. Effectivement, à partir du moment où le poste du collaborateur n'est plus dans l'entreprise, rattaché directement au réseau de l'entreprise, au sein de l'entreprise, mais est à l'extérieur, les risques sont très importants. Très importants au niveau de la donnée, effectivement, qu'il peut y avoir. Donc il y a des multiples solutions qu'il a fallu mettre en place, effectivement. Sécuriser, bien sûr, les machines. Donc ça va par le cryptage des machines, par des VPN, par des vérifications entre l'ordinateur et le téléphone pour être sûr que c'est la bonne personne qui manie l'ordinateur. Parce que, en fait, à savoir, il y a effectivement les attaques au niveau des entreprises, les cyberattaques par exemple, mais ce qu'il y a de plus simple pour entrer dans une entreprise, c'est simplement un collaborateur qui peut perdre sa machine, qu'il l'a oubliée quelque part.
Bien sûr, il y a le vol, mais souvent ça peut être la perte. La perte, c'est quelque chose d'assez courant. L'oubli, hein, je vais quelque part, je vais faire, et j'oublie ma machine, et il faut que le poste soit sécurisé, qu'on ne puisse pas accéder aux données. C'est vraiment une problématique très très importante. Donc les entreprises ont dû beaucoup investir. Et aujourd'hui, on parle, si je ne me trompe pas, de quelque chose que, dont le budget informatique il peut atteindre 20% en fait, du coût de l'IT au sein d'une entreprise pour aller protéger les postes et également la société au niveau informatique. Une autre problématique pour les sociétés, c'est tous ces accès distants. Il va falloir pouvoir les gérer au sein de l'entreprise. Chez Fujitsu, nous sommes à peu près 140 000 dans le monde. Du jour au lendemain, même au Japon, tout le monde a été confiné. Il a fallu que 140 000 personnes puissent se connecter simultanément et travailler toute la journée directement en étant connectés à distance. C'est des enjeux majeurs au niveau d'une société, au niveau, cette fois-là, au niveau infrastructure de la société. Il faut prévoir effectivement la possibilité de connexion à distance simultanée de tous les employés. Autre chose importante pour la société, le collaborateur ne s'en rend pas compte, mais que ces nouveaux outils et en fait la transformation digitale des sociétés, c'est le fait que la donnée prend de plus en plus de place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités de données qui sont phénoménales au sein de l'entreprise. Et tout ça, il faut aller le stocker quelque part. Donc, il faut avoir des infrastructures qui le permettent. Alors, je dirais, entre guillemets, le pompon, ça a été que cette crise, effectivement, a créé une pénurie de composants jamais vue, puisque ça a touché tous les composants qu'on peut retrouver, aussi bien sur l'infrastructure que sur les postes clients, que sur tous les outils des collaborateurs. Et les entreprises se sont retrouvées assez coincées très rapidement dès le début du Covid. Pour exemple, tous les ordinateurs que nous, on avait en stock, par exemple, enfin pas nous, mais les grossistes avaient pour nous en stock, se sont vendus en quelques jours, puisqu'il a fallu équiper les collaborateurs, et puis il n'y avait plus rien. Si les entreprises ne prévoyaient pas cette rupture, mais c'est quelque chose qui, dorénavant, qu'il faudra prendre en compte. C'est-à-dire qu'on doit essayer d'anticiper les problématiques énormes qui peuvent survenir, telles que celle-là. Justement, sur la façon dont on gère ce parc, entre guillemets, tous les deux, vous aviez fait référence, quand on préparait cette émission, au fait qu'on allait progressivement arrêter d'acheter le matériel et passer vers des modèles de location. C'est ce que demandent tes clients aussi ? Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est incertaine pour beaucoup d'entreprises. Ça, l'avenir peut être assez incertain. Il y a des notions de croissance pour certaines qui peuvent être très très rapides. Les cycles deviennent de plus en plus courts. Et on se rend compte que, en fait, immobiliser, donc investir dans l'infrastructure, ça coûte très cher, notamment avec ces problèmes de sécurité qui rajoutent des coûts. Investir sur les postes clients, il y a déjà eu des très gros investissements. Mais je ne sais pas si demain, je vais devoir embaucher 100, 200, 300, 500 collaborateurs de plus. Si on va me trouver une faille, il va falloir investir dans l'infrastructure ou au contraire réduire la voilure. Et la meilleure solution, effectivement, consiste à, je dirais, payer à l'instant T ce qui est consommé. Donc un paiement à l'usage. Donc nous, chez Fujitsu, on propose une solution client, une solution qui s'appelle Uscale. Cette solution permet, après étude avec le client, en fait, de calibrer ses besoins d'aujourd'hui, se projeter dans les 2-3 ans qui viennent en fonction de le développement qu'il espère atteindre et de lui proposer, par exemple au niveau infrastructure, une installation qui serait plus importante que ses besoins actuels et ne lui faire payer que ce qu'il consomme tous les mois. S'il consomme plus, il va payer plus, s'il consomme moins, il paiera moins. Et on va tout faire pour le client. C'est-à-dire que Fujitsu va prendre en charge le matériel, mais aussi le logiciel, le support, les garanties. Tout va être inclus dans ce qu'il paye. C'est-à-dire que par avance, il sait ce qu'il paye chaque mois. Est-ce que, avant que je
tende le micro vers Christophe. Un petit mot quand même sur le point durabilité, parce que tu l'as annoncé, mais on ne l'a pas évoqué. La durabilité, c'est quelque chose de très important, puisque autrefois, en fait, on donnait effectivement des postes clients, par exemple, comme je vous dis, en fonction des fonctions, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, il faut adapter ce poste aux collaborateurs. Si le client est très mobile, etc., il faut un poste, par exemple, plus résistant. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que si le collaborateur a une panne avec sa machine, une casse, etc., ce qui va se passer, c'est qu'il ne va plus travailler s'il est à distance. S'il n'est plus au bureau, on ne va pas pouvoir lui donner une machine en échange. Il va falloir qu'il attende une journée ou 2 journées. Pendant ce temps-là, il n'est plus efficace. En fait, il ne produit plus. Et ça va lui créer de l'insatisfaction. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très important et qu'on rencontre énormément aussi dans les appels d'offres aujourd'hui, qui sont beaucoup plus précis. Et j'aborderai aussi le sujet de la RSE, justement, qui est très très important. C'est quelque chose qui était non abordé il y a 10 ans, un tout petit peu abordé dans les demandes de nos clients, dans les appels d'offres, effectivement, il y a 4-5 ans, et qui aujourd'hui est devenu un point clé très très important, qui peut peser jusqu'à 20 ou 30% du choix du client par rapport à son fournisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à ce que, en fait, vous ayez un rôle sociétal, en fait, par l'entreprise, par les produits ou par les services que vous allez proposer. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans ce type de solution comme Uscal, parce qu'on va proposer un matériel adapté au client. On ne va pas lui vendre plus de stockage qu'il n'en a besoin, par exemple. Et on va lui proposer des matériels plus adaptés qui vont durer aussi plus longtemps. Très bien. Merci Miguel. Merci. Christophe, tu es le premier que j'ai entendu prononcer la formule Remote Natives. Donc je ne dis pas que tu l'as inventé, mais quand même peut-être. Tu peux. C'est quand on a travaillé sur l'étude future du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te paraît important et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, un patron d'entreprise, un manager, doit faire attention à ce point-là? Tu l'as dit en introduction, hein, la jeune génération, elle n'a connu que ça. Ils sont rentrés, ou elles sont rentrées pour la plupart dans le monde du travail directement, ne connaissant que le mode remote, hein, le travail à distance. Donc pour elles, pour eux, comme nous, quand on a démarré nos carrières, on a connu des environnements qui ont façonné le début de nos expériences. Donc c'est vraiment un point totalement clé. D'ailleurs, je trouve que, on le disait tout à l'heure dans les échanges, ça s'est beaucoup stabilisé, c'est vrai, on entend parler beaucoup de 2 jours, 3 jours. Moi j'ai le sentiment que ça s'est stabilisé parce que heureusement la crise sanitaire est derrière nous. Et donc les entreprises, tu l'as dit tout à l'heure, on s'est aussi confronté à pas mal de difficultés. Donc on cherchait à faire revenir les collaborateurs, les collaboratrices, mais moi j'ai le sentiment que c'est en fait une étape, c'est-à-dire qu'on a encore devant nous une autre attente plus forte, vers plus de flexibilité, qui est pas simple à mettre en œuvre, hein, surtout dans les structures importantes et même dans les petites, de pouvoir répondre à cet enjeu d'hyper-flexibilité, de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire dans l'organisation de ce mode de travail. Effectivement, ces générations-là, elles aspirent à ça. Elles n'ont connu que ça et elles aspirent à ça. Elles aspirent à ça. Donc leur remettre un cadre, un cadre, avec le temps, c'est diversement apprécié. C'est pas simple. Et je me souviens, tu me disais, ils sont mobiles dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mobiles physiquement, tu ne vas pas les visser derrière un écran, ni sur une chaise, et mobiles aussi au sens, malheureusement, du point de vue de l'employeur, du turnover. Et avec cette idée qu'il faut accepter ça aussi en termes de gestion du risque, ne pas essayer d'aller contre, mais plutôt faire avec et adapter sa stratégie de recrutement et d'engagement. Absolument, je fais souvent le parallèle avec les grands ados qu'on est quelques-uns à avoir, un ou une grande ado qui arrive là, qui va rentrer dans le monde du travail, l'installer derrière un PC. Enfin, moi j'ai essayé d'installer mes enfants derrière un PC, un PC pour eux c'est déjà le mail et plus le mode de communication. N'est pas le mode de communication. Donc ça tombe très bien, puisqu'on évoquait aussi tout à l'heure un énorme sujet autour de l'explosion des données, des transferts de données, des mails, etc. Et on voit bien qu'il y a une grosse amélioration dans les entreprises, mais leur mode de fonctionnement, c'est pas ça. C'est de l'instantané, c'est de la messagerie instantanée. Alors bien sûr, en rentrant dans l'entreprise, ils vont être amenés à travailler sur des documents, des supports, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on voit bien que le poste installé, même virtuel, même avec du super matériel,
je les vois, les miens, ceux de mes copains, ils travaillent sur leur téléphone mobile. Ils travaillent exclusivement, quasiment sur leur téléphone mobile. Donc ça, c'est aussi une tendance, une tendance, je pense, probablement assez lourde aussi en termes d'équipement. C'est une tendance à prendre en compte. Et en effet, quand on a travaillé sur l'étude, on avait relevé ce chiffre qui venait de l'URSSAF, si j'ai bonne mémoire, en tout cas qui était calé sur les salaires des Français, et qui nous apprenait que 40% des collaborateurs, enfin des actifs français, aujourd'hui n'avaient pas de bureau, dans le sens où, enfin pas de bureau du tout, jamais. Ils passent leur vie à aller de chez un client à un autre client, pour les livreurs d'une livraison à une autre, pour les infirmières d'un patient à un autre. 40% des actifs, c'est énorme. Donc c'est des gens qui n'ont finalement besoin que d'un téléphone et d'une voiture éventuellement. Est-ce que sur les... Tu viens de parler là justement des nouveaux canaux et donc du mail qui pourrait avoir tendance à s'effacer. Alors, on peut caresser effectivement l'espoir de voir disparaître les slides PowerPoint. On rêve de tous les consultants, c'est sûr, la fin du slide. Rêve pour on en parle depuis 20 ans, la fin du slide. Oui, c'est ça. Alors c'est peut-être pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est possible. L'avenir nous le dira. En tout cas, ça pose la question, en attendant que les anciens canaux s'effacent, finalement on en ajoute des nouveaux. Et donc ça pose la question de la multiplication des notifications, de l'infobésité, etc., qui était remontée aussi dans notre enquête comme étant une source de stress assez significative des collaborateurs, qui sont un peu noyés dans ce flot de contenu. Qu'est-ce qu'on peut... Alors donc là encore, on se dit c'est au manager de gérer ça. On disait tout à l'heure, c'est au manager de personnaliser la façon dont son équipe va travailler, y compris dans la façon dont son équipe va échanger. Ça fait quand même beaucoup de défis pour le manager. Et pour l'organisation, parce que tu as parlé de la multiplication des outils, des applications. Nous, on l'entend beaucoup, on le voit beaucoup. Effectivement, une forme de rejet, notamment autour de tous ces outils qui ont été mis en place ou déployés avec le télétravail, c'est qu'il y a une vraie saturation. C'est-à-dire, et donc le travail, les entreprises ont beaucoup travaillé, notamment vous, sur l'expérience client, avec des réalisations phénoménales, et on sent qu'il y a une aspiration là, et beaucoup d'entreprises lancent ça sur l'expérience collaborateur, pour justement être un peu comme on l'a vécu sur l'expérience client, l'expérience simplifiée, bien sûr augmentée, mais surtout simplifiée. C'est-à-dire on voit aussi grâce à pas mal de startups qui font des trucs incroyables, un énorme travail sur l'onboarding. Il y a des groupes industriels là, qui ont beaucoup communiqué récemment sur un process d'onboarding extrêmement fluidifié, parce que c'est une évidence de le dire, c'est la première interaction avec l'entreprise, et beaucoup des jeunes générations, et je pense qu'ils n'ont pas tort, s'arrêtent aussi à ça. La première expérience de l'entretien, des entretiens, des questions qui sont posées, des documents qu'il faut donner. Voilà, tout ça, qui est déjà une première interaction avec l'entreprise. Alors quand ils y rentrent, il faut qu'ils saisissent un truc dans un outil parce qu'ils vont faire du prévisionnel, il faut qu'ils saisissent un autre truc parce qu'il faut qu'ils déclarent les congés, et que je suis que sur l'expérience, entre guillemets, RH. Je ne parle même pas de tout le reste. C'est vrai que ça, je pense qu'il y a un effort de simplification qui est en cours, parce qu'il y a un ras-le-bol, collaborateurs et managers. Alors là, les managers, c'est criant. Une majorité, on l'a vu dans l'étude, je crois, une majorité disent la gestion du télétravail, c'est pas notre truc. Ça nous est tombé dessus, mais c'est pas à nous de le faire. Et il y a eu un vrai rejet de cette mission qui peut se comprendre. C'était pas écrit dans la fiche de poste. Je veux bien qu'on dise un petit mot du pilotage justement par le manager, puisqu'on disait tout à l'heure en intro qu'on lui demandait de plus en plus de rendre ses équipes autonomes, de les responsabiliser, la responsabilisation qui va avec la liberté. Est-ce que ça veut dire que c'est même plus à lui de juger de la qualité finalement des livrables, ou est-ce que c'est justement là-dessus qu'il doit se focaliser sur le pilotage par le résultat? Si, je pense que c'est à lui, mais alors c'est vrai que moi, quand je milite, je parle du pilotage par le résultat, alors tout de suite ça fait sursauter en disant oh là là, le flicage, etc. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une vraie attente pour derrière une évaluation de fin de période ou même en cours d'année qui soit juste, qui soit objectivée. L'objectivation, ça passe par définir des choses claires, ça peut être des indicateurs, ça peut être des livrables, ça peut être une réalisation sur un projet. Et je crois que le collaborateur, la collaboratrice sont le premier à demander ça, parce que c'est ce qui fait aussi le traitement équitable en fin d'année. Combien de fois on entend dans les entreprises, quand on arrive dans le round
d'évaluation, que de toute façon c'est plié, de toute façon c'est décidé par je ne sais quelle main, machin, que de toute façon c'est un algorithme, que de toute façon c'est la tête du client, et qu'en réalité, ce qu'on s'oblige à saisir, parfois de façon un peu compliquée dans des outils, voilà, alors qu'il y a de la vraie valeur dans la liste de ce qui est indiqué, n'est pas toujours très bien utilisé, ou alors c'est fait à la va-vite, et finalement ça discrédite un petit peu, même parfois beaucoup à la fin, le travail d'évaluation qui constitue une énorme attente de la part des collaborateurs. C'est pour ça que le management à distance, qui est compliqué, il a aussi amené ça. C'est que, alors parfois avec de l'excès, mais quand on manage à distance, il faut bien qu'on ait des éléments très tangibles, puisqu'on n'est plus juste dans la discussion, dans celles et ceux qui parfois, on l'a entendu ça, parfois faisaient un peu de la cour de leur manager quand ils étaient en présentiel, puis finalement en distanciel, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, en général, c'est les premiers à revenir au bureau. Voilà comment on a contrebalancé ça par un pilotage plus à distance, plus objectivé, qui amène d'autres contraintes, mais voilà, qui amène des critères un peu plus orientés résultats. Ok. Ça me fait penser à un autre mouvement de fond qui fait partie de notre présent, qui peut être certainement considéré comme une opportunité ou comme un risque, et qui est le fait de travailler en asynchrone de plus en plus. On avait dans l'étude, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais je l'ai là, donc j'aimerais le reprendre parce qu'il me semblait important. On avait repéré une enquête de Slack qui nous disait que les Français déclarent travailler actuellement 17 heures par semaine en asynchrone, donc en différé, que ce soit par écrit, en s'envoyant des messages vocaux ou des vidéos. Donc par opposition au travail synchrone incarné notamment pour le meilleur et pour le pire par la réunion. Est-ce que cette évolution-là, comment on l'intègre? Parce que c'est ce qu'on disait par rapport au manager, en fait. Il pilote par le résultat à distance et en plus en asynchrone, y compris parfois avec, moi je l'ai vu récemment, des recrutements en asynchrone, c'est-à-dire que le candidat poste sa vidéo, c'est pas du direct, il n'est pas là, il est en vidéo mais il n'est pas en live. Le recruteur regarde toutes les vidéos, fait une première sélection, etc. Est-ce que ça, est-ce que pour toi c'est des mouvements pareils à mettre tout en haut de la pile? Alors c'est un mouvement, c'est sûr. Heureusement, la technologie permet autorise ça, le permet. Après, ça pose d'immenses problèmes, surtout dans notre droit du travail quand même assez encadré, parce qu'à côté de ça, le fait d'aspirer à une vraie coupure, ce que d'ailleurs là aussi beaucoup de grandes entreprises ont mis en place, de façon plus ou moins poussée, sur au moins les messages, sur l'arrêt d'envoi des mails à partir d'une certaine heure, qui a un côté, je pense, très, très sain. Donc c'est toute l'opposition même, entre d'un côté l'hyper-flexibilité, qui est demandé et parfois qui est demandé à certains moments par certains, c'est-à-dire laissez-moi la possibilité, là je vais travailler un samedi matin parce que je vais avoir une heure et puis j'ai une idée qui me vient, mais à ce moment-là je partirai plutôt le vendredi soir. Pourquoi pas? Du moment que le boulot est fait, on revient au résultat. Enfin, faire rentrer ça dans le droit du travail, c'est compliqué parce que s'il y a un accident le samedi matin, alors peut-être en écrivant son mail, c'est peu probable, mais s'il y a un accident le samedi matin, comment on fait? Donc on sent que c'est une aspiration, donc il va falloir que le législateur court après tout ça, parce que c'est une aspiration, mais avec un encadrement nécessaire, évidemment, pour la sécurité de... Oui, ça avance plus vite que le Code du travail. Je n'ai aucune idée de l'heure. J'en appelle à Sylvain. Je suis là, donc tu es dans les temps, tout va bien. Donc, par contre, je vais revenir sur une question. Je pense que effectivement Véronique et Christophe ont envie d'y répondre. Une question de Pierre qui revient sur dans l'ancien monde avant Covid, les échanges informels entre les individus au bureau permettaient d'avoir un partage et une montée en compétences des collaborateurs. Aujourd'hui, comment réussir à reproduire ça avec la nouvelle réalité du travail et les outils? Alors, on s'est posé une grande question, nous, je me la pose toujours d'ailleurs, donc c'est vraiment une question, je n'ai pas la réponse, sur le fait que la créativité baissait quand on n'était pas en échange, voire informel, le fameux échange bien connu de la machine à café. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je crois au fait qu'il faut revenir au bureau à des moments. Alors par contre, la question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on revient pour y faire les mêmes choses que ce qu'on faisait avant en fait? Et c'est ça qu'on n'a pas craqué encore. Donc
Après, moi, le monde d'avant, le monde d'après, bon, ça me paraît un concept, voilà. Disons qu'on a accéléré une évolution du travail qui est ce qu'elle est. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en distanciel complètement et qu'en effet, il va falloir qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on vient faire en fait. Parce qu'on se pose aussi des questions de est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est debout au bureau. Nous, on commence à faire des bureaux où on est normalement à 60% de taux d'occupation des surfaces, parce que aussi il y a un enjeu financier derrière tout ça, puis un enjeu aussi d'écologie. Quand on allume moins de lumière, ça consomme moins. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Je pense qu'effectivement, la bonne vieille réunion en physique ou même le bon vieil échange informel a du bon, mais on voit qu'on en refait. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux équilibres qui se mettent en place. Après, est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien qu'avant? Là, je reviens à l'histoire du résultat. Je suis assez d'accord. Puis je crois que ça dépend des métiers. Enfin, typiquement, moi, j'ai des gens qui sont en helpdesk, qui prennent des appels toute la journée. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la raison pour laquelle je leur dis, au fait, c'est vachement mieux d'être au bureau. Ils ont 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour. On n'a pas encore vraiment trouvé ça. Après, le cadre sup qui a l'habitude de bosser à distance sur un projet, etc., celui-là, pour lui, c'est plus facile. Donc, ça revient à mes histoires de personnel tout à l'heure. Il faut qu'on adapte ça au type de personnes qu'on a face à nous, en fait. Oui, je pense que dans la question de Pierre, c'est Pierre qui... Oui. Ouais, je crois qu'il y avait sous-jacent, en tout cas j'ai entendu ça, moi, le mimétisme, le fait qu'on apprend en regardant les autres travailler, les collecter. Ah, mais oui, peut-être. Ça ne concerne pas tous les jobs, attention. C'est ça. Je pense que... Ça, c'est vrai je pense que nous, on l'a connu en voyant les autres faire, en se disant, tiens, ça, il le fait bien. Et effectivement, chacun chez soi, c'est peut-être ça qu'on a perdu. Puis la réalité de ce que proposent les outils aujourd'hui, est-ce qu'on est dans les mêmes expériences, elles sont différentes, je crois, mais les technologies ont encore beaucoup de travail. Enfin, il y a eu quand même l'avènement de Teams. Moi, j'ai pas d'action Microsoft, mais ou de Zoom, peu importe. On est sur BlueJeans d'ailleurs aujourd'hui. BlueJeans si tu veux, peu importe. Mais il y a eu l'avènement de tous ces outils qui nous ont quand même pas sauvé la vie, mais enfin qui nous ont quand même grandement facilité la tâche pendant toute cette période. Mais c'est quand même l'hyper-efficacité. C'est de l'hyper-efficacité. On va même jusqu'à l'hyper-efficacité. C'est-à-dire je prends des rendez-vous que je fais du 45-50 minutes pour me laisser, heureusement, les 5 minutes de respiration avant de repartir dans le tunnel. Et ce n'est pas du tout l'informel. C'est exactement ce que tu disais. On n'a pas du tout cet informel. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est 2 jours. On voit beaucoup d'entreprises qui disent vous revenez 2 jours ou vous revenez 3 jours. Mais je trouve, c'est ce que disait Véronique, il manque la fin de la phrase. Pour faire quoi? Si c'est 3 jours pour quelqu'un qui est à finir un truc, qui a besoin d'hyper-concentration, d'hyper-efficacité, qui reste chez lui 5 jours par semaine, si ça lui va bien pour fonctionner. Puis il reviendra quand il y aura un vrai moment. Voilà. Et ça, c'est de l'hyper-personnalisation qui est compliqué à mettre en place dans des structures, même petites, qui est compliqué à mettre en œuvre parce que l'équité, et pourquoi lui les 5 jours, et pourquoi moi, etc., c'est hyper compliqué. Mais c'est vital, c'est nécessaire. Quels sont les outils de mesure dont vous disposez aujourd'hui pour partager la satisfaction on a parlé tout à l'heure du stress du collaborateur avec les outils, mais justement, quels outils vous avez à disposition pour savoir si l'outil est adapté à l'utilisateur, est-ce que ça lui convient, est-ce qu'il y a... On a des outils qui permettent de mesurer, par exemple, le nombre d'incidents qui va se produire, ce qui permet de faire des statistiques derrière, des enquêtes très régulières, des enquêtes très très régulières qui sont menées. Parfois ça peut sembler répétitif, mais en fait on s'aperçoit que quelque chose peut être remonté qui n'a pas été remonté la fois précédente. Donc c'est des outils très digitaux en fait, qui permettent de mesurer en fait, et surtout c'est d'apporter des réponses ensuite. Parce que les gens, les collaborateurs envoient des feedbacks, mais si 1 fois, 2 fois, vous ne répondez pas à ces attentes, vous n'avez pas des solutions pour ces attentes, ils ont tendance à ne plus vouloir répondre en se disant de toute façon on ne m'écoute pas. Donc c'est une écoute avec une réponse derrière. Voilà, c'est quelque chose là, on est clairement dans l'anticipation, c'est anticiper on a parlé tout à l'heure du stress du collaborateur, mais par rapport à son outil. Dès qu'il y a un nouvel outil, essayez tout de suite derrière d'aller voir si cet outil convient ou ne convient pas, sinon rectifier, voire faire une marche arrière sur autre chose. Et à l'échelle de 80 000 utilisateurs, Véronique? Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si on parle effectivement de la qualité de l'outil
Il y a de plus en plus d'outils de traitement de la data qui permettent, enfin vous connaissez sûrement ça bien chez Fujitsu, mais qui permettent d'aller vérifier que le poste n'est pas trop lent, qu'il se connecte bien aux applis, bidules, etc. Donc ça permet de faire aussi du prédictif et de pouvoir changer un PC avant. Moi je ne suis pas encore complètement équipée, je suis en cours d'études, hein, donc je suis très claire là-dessus, mais c'est vraiment des choses qui m'intéressent parce que ça peut aussi permettre, parce qu'un salarié sans poste de travail, c'est un salarié qui est non productif et donc ça fait perdre de l'argent à l'entreprise, toujours pareil. Donc l'idée, elle est vraiment d'être capable de mesurer, même en anticipation, en sachant que la gamme bidule, elle va tomber en panne plus vite que la gamme truc, et donc on va changer ce type de PC-là parce qu'ils sont moins productifs et on sait qu'ils tombent en panne plus que, etc. Donc ça, c'est l'aspect purement technique. Après, il y a l'aspect satisfaction de est-ce que je suis content du poste de travail que l'entreprise a mis entre mes mains? Est-ce qu'il répond à mes besoins? Est-ce que je disais un peu en ouverture sur la partie sondage sur est-ce que tu es content de ce qu'on t'a mis entre les mains, est-ce que ça répond à tes attentes, est-ce qu'effectivement tu as la même qualité quand tu es au bureau, dans le Starbucks du coin ou chez toi, et ça fait aussi partie des sondages de qualité. Après, on est aussi dans le listening responding, on les écoute et on répond avec une solution effectivement qui va bien. Alors après, sur 80 000 personnes, j'ai pas 80 000 contents, hein, je te rassure. Mais c'est pas grave, je fais mieux. Est-ce qu'il y a un sujet de rendre solennel, justement, enfin je repense à l'onboarding dont on parlait tout à l'heure, de rendre un peu solennel ce moment où on donne aux collaborateurs son matériel par rapport au monde d'avant, du fait qu'il y ait le télétravail, est-ce que ça a changé dans les pratiques? Je pense que ça a évolué. Ouais, ça a évolué parce qu'il faut se dire aussi que ce collaborateur, il est possible que le jour d'après, il soit chez lui. Donc déjà, il faut que tout soit à disposition à l'instant T. S'il a son ordinateur, mettons un téléphone, une voiture, un casque, un clavier, un écran. Auparavant, il pouvait venir, il était au bureau aujourd'hui, on lui disait cet après-midi tu vas repasser, on va te donner le reste, enfin autre chose, après-demain autre chose. Là, il faut qu'il ait tout, donc c'est vraiment un package et qu'il le prenne en main instantanément. Donc il faut lui faciliter la vie à ce niveau-là. Donc il y a un énorme travail qui est mené pour faciliter la vie du collaborateur qui arrive à tout niveau au sein de l'entreprise. Effectivement, on parlait tout à l'heure de les se connecter effectivement pour le système de congé, etc. Eh bien, lui montrer que c'est simple, que tout est simple. Voilà. Et d'avoir des outils le plus simple possible. Après, on a onboardé, moi j'ai onboardé des stagiaires ou des alternants pendant le Covid sans les avoir jamais vus, en les faisant se connecter à distance avec leur propre PC parce qu'on ne savait pas leur en donner d'autres. Voilà, la technique. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est que la qualité de la technique, le fait que le cloud permette un peu quand même du plug and play ou de plus en plus de s'approcher de plug and play et qu'on puisse brancher un PC aussi rapidement qu'on allume son mobile, fait que ça fait évoluer cette façon de faire. On peut imaginer demain, avec toutes les solutions de virtualisation qu'il y a maintenant, que tu n'auras plus besoin de fournir un PC à un salarié. Il pourra se connecter depuis n'importe quel terminal, à condition que la sécurité, etc. Et ça, c'est le futur. Le futur de l'outil de travail, il est de plus en plus léger, de plus en plus connecté par des systèmes qui sont très simplifiés et qui sont sécurisés et simplifiés. Et parce que tu as tes données dans le cloud et qu'elles sont sécurisées, tu peux rapatrier ton profil métier sur un terminal, quel qu'il soit. Donc ça va changer la façon d'onboarder parce que du coup, on peut intégrer une entreprise sans avoir jamais vu personne, quoi, ce qui est assez étonnant, à part à travers un écran Zoom, Teams, BlueJeans, and so on. Donc ouais, je crois que ça va changer et donc il faut qu'on réfléchisse à ça parce que le côté solennel de je viens prendre mon matériel et donc je suis intégré dans l'entreprise, puis il y a un petit café d'accueil, etc., oui, alors ça reste bien parce que le moment de convivialité nous est demandé, nous, par les salariés, hein, donc on le fait, mais plus pour les mêmes raisons, en fait. Donc c'est aussi ça, c'est les rituels un peu dont je parlais tout à l'heure qui sont probablement à réinventer, reposer. Mais c'est pas simple parce qu'en plus, il y a des cultures d'entreprise. Orange est une vieille maison avec une culture d'entreprise assez classique et faire évoluer ça n'est pas toujours simple. J'imagine que la start-up a moins de difficultés, mais c'est vrai que managers un peu classiques qu'il y a dans notre maison et qui ont donné leur vie à ça et qui tout d'un coup ne voient plus leurs salariés, ils sont un peu perdus les pauvres. Hein. Donc il y a aussi une espèce de culture de l'engagement et une culture d'entreprise qu'il faut qu'on repense, nous, grosses entreprises,
versus des entreprises peut-être plus petites avec des modes de fonctionnement plus souples nativement, pour parler des remote natives. On va faire le lien sur la transition, Christophe, une question qui est pour toi. Si le manager rend ses équipes autonomes, doit-il les rendre autonomes au point de les laisser juger de la qualité de leur travail? La réponse est dans la question, non? Parce que je crois que c'est la définition d'un manager. Voilà, effectivement de distribuer, ça c'est ce qu'on a tous connu. Distribuer à propos avec la bonne échéance, le bon, voilà, donc forcément la qualité du livrable. Après, est-ce que c'est le seul? Non, il y a le collaborateur lui-même sur l'auto-évaluation, c'est sûr, et puis il y a sûrement aussi on est quand même aussi dans une organisation de plus en plus ouverte, où d'autres managers qui ne sont pas forcément le manager ou la manager hiérarchique direct, jette aussi un regard, voilà, et c'est ça qui fait c'est un 360 en fait, finalement. Alors on arrive effectivement à l'issue de l'échange, mais je veux relancer sur un sujet, c'est notre rapport d'étonnement à nous, à l'INSEE, ce qu'on a posé ta rubrique il y a 1 an et demi sur le thème du futur du travail, avec une vraie difficulté à identifier les organisations qui prennent le sujet de manière globale, avec le désilotage que ça impose, le poste de travail, l'environnement physique de travail, l'évolution du management. Et en fait, on en a été amené aujourd'hui à réfléchir à cette rubrique futur du travail et la repositionner sur le sujet de la guerre des talents pour se dire, bon, il y a un sujet qui va quand même faire bouger les organisations de manière très concrète, parce que le sujet du silotage de l'organisation sur cette thématique, on a parlé de la transformation de la fonction RH, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Donc, pour conclure, est-ce que vous voulez partager un peu vos convictions sur la réalité de la prise en compte de ce futur du travail par les organisations? Est-ce que le sujet, il est encore, effectivement, est-ce qu'on doit l'adresser autrement ou est-ce que la maturité arrive? Voilà, je sais pas. Christophe, si tu veux. Alors, la maturité, elle a fait un bond énorme à cause du Covid, c'est sûr, de la crise sanitaire. Moi, je trouve que là, je le disais tout à l'heure, on est pas retombé, mais il y a eu plein d'autres priorités. Il y a eu à un moment donné la crise énergétique, on se demandait si on allait passer l'hiver. Voilà, il y a des crises sectorielles qui sont très dures pour certaines industries. Donc moi je pense qu'on est au devant de la deuxième, cette deuxième révolution, si la crise sanitaire était la première, avec comme tu le dis, le besoin de le prendre à bras le corps. On avait parlé de ça aussi pendant l'étude, moi je trouve qu'il y a une vraie fracture dans le monde de l'entreprise au sens large. On n'a pas trop parlé des freelances et de ce mode de fonctionnement, mais qui est en train d'exploser dans les entreprises. Le taux de freelance, je crois, n'a jamais été aussi élevé, ce qui pose aussi d'énormes sujets d'intégration. Donc le sujet, il est immense. Il est certainement pris à bras le corps. Après, c'est ça qui est génial, c'est que selon les organisations, il est pris très différemment. Il va être pris sous un angle très techno dans certaines organisations. Il va être pris sous un angle très RH par d'autres. Parfois, c'est le CEO ou la CEO qui s'y colle directement. Puis après, on voit qu'après, on arrive à un point d'équilibre. En tout cas, je pense que la deuxième révolution, elle est encore devant nous. Oui. Moi, je dirais que, en fait, aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter très rapidement, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que les cycles sont beaucoup plus courts et aujourd'hui, des événements se produisent. Bon, il y a le Covid, il y a la crise énergétique, il peut y en avoir d'autres, effectivement. Et il faut qu'elles soient capables d'anticiper, sans connaître ce qui va se passer, mais d'être assez agiles, en fait, pour pouvoir répondre à un besoin qui va se produire et qui n'est pas encore défini à ce jour. Donc c'est très très complexe et donc là tu as parlé du deuxième, et il y aura troisième, il y aura quatrième, et seules les entreprises qui seront assez agiles à tous les niveaux au sein de l'entreprise, donc pas seulement au niveau des DSI mais de la finance, de tout, eh bien pourront évoluer, je dirais, et croître plus tard. Henri ? Eh bien, je suis d'accord avec mes deux voisins. Je crois qu'on a un vrai sujet autour de quelque chose qui casse vraiment les silos, c'est-à-dire qu'il n'existe plus une grosse entreprise, en fait, au sein même des très grosses comme la mienne. On est obligé de fonctionner différemment selon les endroits où on est. Et ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, en principe, c'est des entreprises très pyramidales. Or, je pense que les pyramides sont en train de s'aplatir, effectivement. Et je pense que ça, c'est compliqué. Et ce n'est pas les outils qui font ça. Les outils ont précipité ça, mais c'est les modes de fonctionnement qui appellent ça. Après, je pense que le sujet d'après, il est aussi autour du droit du travail, autour d'embarquer les organisations syndicales avec nous dans ces réflexions-là. Parce que c'est compliqué, on est dans un choc de deux mondes.
avec la fameuse pause de 11 heures entre 2 vacations qu'on ne peut plus contrôler, avec les sujets d'assurance, avec les sujets de temps de travail à la carte, des sujets d'autorité du coup, parce que le manager, il ne sait plus quoi faire là-dessus. Donc voilà, il y a des sujets de valeur à poser à nouveau. Au-delà des sujets. C'est un projet de société qui est en train de se construire. Exactement, et des projets. Et puis de la notion de qu'est-ce que moi, face au travail, j'ai envie d'en faire. On parle beaucoup de quiet quitting en ce moment. Cet équilibre vie privée, vie pro sur lequel on travaille depuis des années, je pense qu'il est aussi touché par ça. Et comment dans l'entreprise on le gère et on l'accepte. Ça fait partie des choses qui sont... Ouais, on touche le sociétal, en effet, au sens plus large du terme. Florence, à toi, un petit mot de conclusion. C'est vrai qu'on a beaucoup vu, au fil des interviews que j'ai menées l'année écoulée, là, on a beaucoup vu quand même que c'était la contrainte, on le dit souvent, hein, de la contrainte naît l'innovation. Effectivement, c'est bien la contrainte de réussir à la guerre des talents qui amène les entreprises à faire évoluer leurs pratiques avant toute autre considération plus long terme. Cependant, elles sont toutes enchevêtrées et dès qu'on tire sur un des fils, on est obligé de se poser les autres questions qui vont avec. Et c'est pour ça que je pense que le DRH ne pourra pas tout faire tout seul. Enfin, il faudra qu'il soit là, c'est sûr, mais sans doute pas tout seul, en synergie avec les autres directions. En tout cas, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Florence, tu es à disposition pour traiter des retours d'expérience, des démarches inspirantes sur ces sujets de futur du travail. Merci. À vous, d'avoir joué le jeu de ces échanges et puis on peut vous féliciter. Merci à vous de nous avoir suivis. Le replay sera évidemment disponible et puis d'autres rencontres et événements à venir sur le sujet du futur du travail et de la guerre des talents. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos feedbacks sur ces échanges et à bientôt. Merci, bravo. Le générique est parti. Merci. Et voilà le générique.